Cyber Radio, la web radio 100% dédiée aux responsables de la sécurité des systèmes d'information et dirigeants d'entreprise, co-animée par Alain Marty et Billy Ducourant, en partenariat avec Nomios et Fortinet. Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue à bord de Cyber Radio. Vous êtes plus de 4800 responsables de la sécurité des systèmes d'information et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, Cyber Radio-TV. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Romain Quina. Bonjour Romain. Bonjour Billy. Romain, vous êtes responsable marketing et communication de Nomios. Merci d'ailleurs parce que on intervient, on fait cette émission chez vous. Merci de nous recevoir. Avec plaisir. Et à vos côtés, Christophe Auberger, fil de CTO, cybersécurité évangéliste de Fortinet. Bonjour. Bonjour Billy. Ça va bien ? Très bien, merci. Messieurs, aujourd'hui, je vous propose d'accueillir Bernard Cardeba. Bonjour Bernard. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur cybersécurité d'Enidis. Alors, grâce à vous, on va se téléporter du côté de La Rochelle. Ça vous fait plaisir ? Ah, tout à fait. Tout à fait. On va remonter un petit peu, non pas votre enfance, mais votre parcours. Vous êtes né donc à côté de La Rochelle et tout jeune, comme beaucoup d'enfants de votre génération, puisque vous êtes né en 1959. Vous rêviez d'être cosmonaute. Vous aviez dans la tête la conquête de l'espace, que je partage avec vous. Je suis de la même génération. J'ai envie de dire que c'est presque naturellement, quand on a ces rêves-là, à cet âge-là, eh bien qu'on est attiré par les évolutions technologiques. C'est ce qui vous est arrivé ? Eh bien, je pense que, comme tous les enfants de cette époque-là, mais aussi les enfants d'aujourd'hui, on a rêvé devant l'homme qui marchait sur la Lune. Donc c'était une grande évolution, une révolution qui nous passionnait. Et donc c'était à la fois l'appel vers la technologie, vers la modernité, et puis aussi vers l'aventure humaine. Puisque c'était quand même si en tant qu'enfant, on ne le perçoit pas tout de suite, c'est plus tard qu'on se rend compte qu'il y a aussi une aventure humaine. On est quand même ébloui. Mais on est ébloui, et moi je continue d'être ébloui par les pas de l'homme sur la Lune. Vous pouvez, parce que avec le poste que vous avez aujourd'hui, on peut dire que l'informatique et les ordinateurs ont peu de secrets pour vous. Quand on pense qu'on a envoyé un homme sur la Lune avec un ordinateur qu'on n'a même plus à la maison, tellement il était faible en capacité, on peut être qu'admiratif quand même. Eh bien, c'est là où on trouve toute l'ingéniosité, l'ingénierie, le savoir-faire et quelque part tout le sens, le pragmatisme et le génie humain, c'est-à-dire arriver à faire de grandes choses avec des moyens qui aujourd'hui nous semblent tout petits. Ben, c'est vrai pour le numérique, mais c'est aussi vrai pour les constructions, c'est aussi vrai pour les pyramides, etc. etc. Donc c'est une caractéristique humaine. Ouais. Alors Bernard, je vais essayer de synthétiser votre parcours avant d'arriver au poste que vous occupez aujourd'hui. Si je résume et que je dis qu'il y a deux axes majeurs finalement dans votre vie, 25 ans dans l'armée, et on va y revenir, où vous étiez lieutenant-colonel de l'armée de terre et 15 ans chez Areva. Vous êtes d'accord avec ces deux grands axes ? Pour moi, c'est un seul axe. C'est le besoin de servir, l'intérêt pour également les grands sujets stratégiques. Donc la défense, c'est un sujet stratégique qu'on a tous en tête, ça c'est naturel. Aujourd'hui, la distribution électrique, l'électricité pour tous et partout, c'est aussi un sujet stratégique. Donc en fait, la constante, c'est les sujets stratégiques. Alors, vous avez fait l'école de guerre économique. À l'époque, c'était tout nouveau, ça ? Ah oui, j'ai participé à essuyer les plâtres de cette école, effectivement. Vous avez fait aussi l'Institut des hautes études de sécurité. Vous étiez déjà prêt, j'allais dire, pour un poste comme vous occupez aujourd'hui. Alors en fait, tout ce parcours, finalement, ça relève de ce qu'on appelle maintenant la sécurité globale. Donc oui, avec des aspects sécurité physique, sécurité logique, sécurité humaine. Et c'est un mix que j'ai retrouvé tout au long de mon long parcours professionnel maintenant. Alors, votre premier job, et là on va revenir à l'excellence française, ça nous a fait rêver aussi, vous avez travaillé pour le TGV, pour Alstom, et c'était évidemment à La Rochelle, vous étiez au bureau d'études. Quelle révolution aussi ce TGV, franchement ? Eh bien, alors, quelle révolution, mais aussi quelle ambition, quelles innovations, et aussi quelle audace de cette entreprise d'embarquer des tout jeunes, comme j'étais à l'époque,
et les faire travailler sur des sujets un petit peu exploratoires. Mais moi, je n'amenais qu'une petite pierre à l'édifice. Oui, mais c'est important dans un CV. Ça fait partie encore une aventure, encore une évolution, à la fois une rupture, une évolution technologique. Et aujourd'hui, le TGV, c'est devenu une grande banalité. À l'époque, c'était un bond en performance et un bond en service, une évolution des usages qui était assez significative. Mais ça a été important pour la France qu'on l'a exporté aussi, ce TGV. Alors après Alstom, même si vous étiez une petite particule de ce TGV, vous avez travaillé au ministère de la Défense, ça aussi, ça en impose. Et puis ensuite au ministère des Armées pendant 9 ans, à la direction de la protection, de la sécurité et de la défense. On va se projeter en 2007. Vous arrivez chez Areva. Un peu plus tôt. Un petit peu plus tôt même. Et dès 2010, vous êtes RSSI. Oui. Ça y est, le décor est planté. Alors en fait, le décor, il s'est construit petit à petit. À savoir que j'ai fait un parcours, avant d'être RSSI, j'ai d'abord développé une ligne d'activité. Puis ensuite, j'ai été à l'audit interne, c'est-à-dire où j'ai créé la fonction d'auditeur des systèmes numériques à l'époque. Puis j'ai rejoint la DSI, puis j'ai été RSSI adjoint, puis je me suis retrouvé RSSI du groupe Areva. Et comment on arrive chez Enedis, qui est pareil, là on est dans le service à la personne, service public, on est dans l'engagement. Comment on arrive d'un groupe comme Areva chez Enedis? Il y a une opportunité, il y a une envie? Le passage du monde Areva vers le monde Enedis, c'est la prise de conscience d'un bien collectif qui est stratégique. De nouveau, le mot n'arrêtera pas de ressortir, c'est l'électricité. Mmh. C'est travaillant dans le monde de l'atome, finalement, on est assez proche de l'électricité. Et là, c'est la prise de conscience que si on n'avait pas d'électricité, là, en ce moment, s'il n'y a plus d'électricité, il y a beaucoup de choses qui s'arrêtent. Donc, en fait, l'électricité est quelque chose qui est fondamental pour nos civilisations, mais qui est fondamental finalement pour la planète, parce qu'il ne faut pas fabriquer l'électricité n'importe comment. Bernard, merci d'avoir revisité votre parcours avec nous. Maintenant, le feu des questions de nos spécialistes. On commence par vous, Romain ? Très bien. Moi, je suis intrigué par le volume d'objets connectés vous pouvez gérer chez Enedis. Donc, tout le monde connaît les compteurs Linky qui amènent la dernière brique chez l'utilisateur final. Quels sont les enjeux de cybersécurité qui sont liés plutôt à un tel volume d'objets connectés ? Alors, en fait, je vais commencer par une lapalissade. C'est le compteur, il compte. Voilà. Et donc, le compteur, forcément, c'est un objet de confiance dans lequel on a mis beaucoup d'efforts pour le maîtriser, pour démontrer son niveau de sécurité. Donc, effectivement, il y a un effet volume. Il y a un effet volume, puisqu'aujourd'hui, on doit être à environ de l'ordre de 35 millions d'objets connectés. C'est le plus grand parc opéré par un seul et même opérateur. Donc, on aime bien le chiffre 35 parce que c'est à la fois 35 millions d'objets connectés, mais c'est aussi 35 certificats de sécurité, puisque c'est un des objets communicants qui a bénéficié du plus d'efforts et qui a été accompagné sur les fonds baptismaux dès le départ par l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, et qui, au fil de sa maturité, il enchaîne les certifications de sécurité au fur et à mesure qu'il évolue. Donc ensuite, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le compteur, c'est finalement l'aboutissement, ou du moins la partie visible de toute une chaîne de traitement. Bien évidemment, tout cela, c'est arborescent, c'est distribué, c'est fédéré, piloté. Et donc oui, on arrive à gérer de manière arborescente l'ensemble de ce parc. Comme demain, on va réussir à gérer toutes vos bornes de recharge. Tout ça, c'est dans la trajectoire. Tout ça, c'est l'avenir. Donc, on y va. Romain ? Oui, alors un autre volume qui est impressionnant, c'est le nombre de collaborateurs.
Et donc, quand on est à sécuriser, alors je crois que c'est 40 000 personnes, à peu près entre 38 000 et 40 000, moi, je suis intrigué de me dire quelle est la gouvernance qu'on met en place pour arriver à gérer 40 000 personnes. Est-ce que c'est local? Est-ce que c'est pyramidal? Est-ce que, voilà, Alors, nous sommes une grande entreprise, puisque on est environ un petit peu moins de 39 000 personnes. Donc, en fait, comment on arrive à manager la cyber d'une entreprise comme ça? C'est en s'adaptant à la structure de l'entreprise, à sa culture, à ses valeurs, à son organisation, et on vient se calquer sur l'existant, puisque la cyber, elle est au service de l'entreprise, donc on se cale sur l'organisation. Alors, pour autant, on a bien évidemment à la fois des services et des fournitures qui sont centralisés, avec un delivery qui est globalisé. Par exemple, toute la chaîne de cyberdéfense, elle est globalisée. Pour autant, on couvre et on s'est déployé dans la totalité de l'organisation. Pourquoi ? Eh bien parce que nous avons pris très tôt le parti de faire de nos utilisateurs des maillons forts. Donc chez Enedis, on a au moins 39 000 maillons forts. Voilà, en tout cas, c'est l'ambition collective. Christophe, première question pour vous. Alors oui, effectivement, aujourd'hui, vous collectez, vous gérez, vous mettez à disposition un volume toujours plus important de données. Finalement, vous êtes plus un opérateur de services d'information qu'un opérateur de distribution d'électricité. Et est-ce que ça modifie votre approche en matière de cybersécurité? Est-ce que ça modifie la manière d'aborder justement le risque? Alors, premier élément, c'est que la protection de la data, on l'a fait bien avant d'avoir du Linky. C'est-à-dire avant que le compteur ne soit communicant, on protégeait déjà les données depuis un demi-siècle. Alors effectivement, il y a un effet volume, il y a la logique de la mise à disposition des data, puisqu'on fait de l'open data, mais on fait aussi du closed data, c'est-à-dire qu'on ne met à disposition que les données qui doivent être mises à disposition. Bien évidemment, on respecte scrupuleusement la protection des données à caractère personnel. Alors, qu'est-ce qui change ? Ce qui change, c'est qu'il y a un effet volume, bien évidemment. Il y a un effet interaction avec les parties prenantes, mais aussi les consommateurs des données. Et ne les oublions pas, les producteurs des données, c'est-à-dire en fait les propriétaires, c'est-à-dire les gens qui hébergent la petite boîte verte chez eux. D'accord, très bien, merci. Alors j'avais une autre question qui n'est pas tout à fait liée avec ça, mais qui est dans la mais ce sera la dernière. De l'approche, et la dernière, oui, de l'approche de cybersécurité. Aujourd'hui, les défauts de sécurité des technologies de l'information sont la porte d'entrée privilégiée, on va dire, de la plupart des attaques. Est-ce que vous avez un conseil à donner pour assurer finalement une bonne gestion de ces vulnérabilités sans que ça monopolise les équipes de manière trop importante, en fait ? Alors, je pense que malheureusement, on est désormais à un stade où ça va monopoliser des ressources. Et aujourd'hui, on est à un stade, il y a tellement de vulnérabilités qui doivent être corrigées que pour les corriger en temps et heure, on doit y consacrer les moyens nécessaires et on y consacre de plus en plus de moyens. Donc la préconisation, c'est de se doter des moyens permettant de mesurer la dangerosité des vulnérabilités, mais dans son propre contexte. Pas celle qui est affichée pour tout le monde, puisque c'est la mesure du risque, elle est instanciée par rapport à chacun de nos systèmes d'information. Merci messieurs pour vos questions. Bernard, on va revenir au point de départ, on parlait de La Rochelle. Vous suivez toujours l'équipe de rugby de La Rochelle ? Ah, complètement, on est en finale. La couleur du maillot ? Jaune et noir. Voilà, il est incollable. Donc vous êtes en finale, la Coupe du Monde arrive, c'est pas mal quand même pour un amateur de rugby, pour un fan. Ah oui. Et puis bon, cette année on va la gagner la finale. L'année dernière on l'a perdue, mais cette année on va la gagner. On va la gagner. On reprend date et on en reparlera. Alors, on va continuer dans le sport. Vous vous entretenez physiquement, vous n'êtes pas un très grand sportif. Non. Ouais, vous faites un petit peu ce qu'il faut. Je m'entretiens. Vous vous entretenez. Alors, autre sport. Pas le voir, mais nous, on peut témoigner. Autre sport qui est important pour vous, c'est la F1. Alors, la F1, c'est passionnant parce que la course automobile change aussi. C'est vrai que notre cerveau a du mal à dissocier un bruit d'une voiture. Je pense à la nouvelle formule électrique pour la F1. Qu'est-ce que vous pensez de cet avenir de la Formule 1 ? Est-ce qu'on va arriver à prendre autant de plaisir si on n'a pas le bruit de
très caractéristique qui est dans notre cerveau depuis que la course automobile existe, qui est imprimé pour une course? Eh bien, je pense que alors c'est compliqué puisqu'on passe effectivement, on va devoir se priver du sens de l'ouïe, mais aussi du sens de l'odorat. C'est peut-être pas mal finalement, et donc on va devoir goûter un nouveau plaisir à observer les courses de formule électrique. Et donc, le plaisir d'observer les courses de formule électrique, ça sera les dépassements, c'est le jeu de la course qui va prendre le pas. Et donc, l'intérêt de la formule électrique, au-delà bien évidemment de tous les aspects technologiques, de tous les aspects environnementaux, le plaisir à observer ce type de course, c'est le jour où les affrontements, la lutte entre véhicules deviendra aussi intense qu'elle ne l'est avec les moteurs thermiques qui sont déjà hybrides. Alors, pour l'intensité des pilotes, on va terminer avec ça. Un nom, un pilote que vous avez admiré. Je pense qu'il y a un nom qui vient tout de suite, un nom qui vient tout de suite à l'esprit et qui marque toutes les générations, puisqu'il suffit de regarder les gamins qui font du karting aujourd'hui. Bon nombre d'entre eux ont un casque jaune. Le casque jaune, c'est Ayrton Senna. Ah, absolument. Pilote super doué de sa génération, talentueux, élégant aussi, faut pas l'oublier. Qui nous a quittés sur un circuit qu'on aime beaucoup, c'est Imola. Je vous remercie infiniment de nous avoir livré un petit morceau de votre univers. Je remercie aussi Romain et Christophe pour leurs questions. C'est la fin déjà de ce numéro de Cyber Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour accueillir un nouvel invité. L'invité de la semaine de Cyber Radio, une production B2B Radio.tv en partenariat avec Nomios et Fortinet.